Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, les titres de cette principale édition. CFE est entré en 6e 2018, 265 830 candidats attendus ce mardi dans les centres d'examen. Toutes les dispositions sont prises pour la sécurisation des épreuves, soutient le directeur des examens et concours. Journée internationale des gens de mer, le ministre de la Pêche annonce la mise sur pied d'une académie maritime pour un coût de 20 milliards de francs CFA, une structure de formation pour les mareyeurs et pêcheurs. Omar Gueye de confirmer l'interdiction de pêcher la sardinelle la nuit du 1er juin au 30 septembre. Les pêcheurs appelés donc à respecter la mesure. Et puis ras-le-bol des populations du Gandiolé en brassard rouge ce matin. Elles exigent la fermeture de l'usine de production de farine qui, selon elles, leur cause d'énormes préjudices. Elles craignent surtout pour leur santé. Et puis en fin d'édition, le journal du mondial, ce sera avec Ibrahim Khan. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition éducation pour démarrer. Examen du CFE et de l'entrée en 6e. Cette année, ils sont environ 265 830 candidats. En conférence de presse ce matin, le directeur des examens et concours a donné les assurances pour un examen sécurisé. Il est également revenu sur le coût des préparatifs de ces examens. Les épreuves démarrent donc ce mardi 26 juin et c'est jusqu'au 27. Amadou Mokhtar Ndiaye que je vous propose d'écouter au micro d'Aminata Mbaresso et Jafaraba. Pour cette année 2018, les épreuves du CFE et de l'entrée en 6e seront administrées les mardis 26 et mercredi 27 juin 2018 sur toute l'étendue du territoire national et en Gambie. À cet effet, toutes les dispositions utiles sont déjà prises pour assurer un déroulement normal des opérations. À la date du 20 juin 2018, le nombre total d'inscrits est de 265 831 candidats, dont 145 674 filles, soit un taux de 54,80%. L'ensemble des candidats sont répartis dans 1718 centres. Nous nous intéressons justement ce soir au processus d'élaboration des examens du CFE et de l'entrée en 6e. Une procédure stricte dans la proposition. C'est toute une équipe qui est mise en place pour la supervision. Plus de détails dans ce reportage signé Aminata Mbaresso et Diafaraba. C'est étalé sur 6 mois. On a démarré le 20. 6 enveloppes, les dernières épreuves à acheminer dans les inspections d'éducation et de formation de Dakar Plateau. À la direction des examens et concours, l'administration s'affaire autour des préparatifs de l'entrée en 6e et du CFE. Ce sont des épreuves avec le corrigé qui sont proposées par ce qu'on appelle le coordonnateur des champs disciplinaires, c'est-à-dire des inspecteurs chevronnés qui sont rompus à la tâche, qui forment une équipe qui ont été cooptés par la DEXCO, qui procède à un choix d'épreuves. Ces épreuves sont tirées à partir d'une banque d'items. 8 sujets sont soumis à la réflexion des candidats cette année. Des épreuves conçues et choisies suivant une procédure bien déterminée. Parce qu'il y a un vivier qui contient des milliers et des milliers d'épreuves que nous avons conçues, élaborées. Maintenant, s'ils tirent, ils choisissent ces épreuves parmi 5 ou 6 épreuves avec leur corrigé. Et maintenant, une commission est mise en place avec des inspecteurs de l'éducation, des agents expérimentés, reconnus pour leur intégrité morale, qui vont faire le choix en fonction de la pertinence des épreuves. Des inspecteurs, des maîtres créés à la main participent à l'élaboration. Quand il y a perturbation, surtout par rapport aux grèves et autres, d'abord c'est le ministère qui prend des décisions pour que le quantum horaire ne souffre pas trop de ce que nous, par rapport aux examens.
Maintenant, l'équipe qui va choisir les épreuves en fonction même du niveau d'exécution des programmes. L'examen du CFE marque la fin du cycle élémentaire. Depuis 2013, le Sénégal expérimente l'approche par compétences, c'est-à-dire les capacités de l'élève à trouver une solution face à un problème bien posé. Aminata Mbarisow, merci. La journée internationale des gens de mer célébrée ce lundi, occasion saisie par le ministre du Travail pour appeler au respect du versement des cotisations à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale pour les mareyeurs et pêcheurs qui n'en bénéficient pas encore. Sambassi annonce une formalisation de l'informel. Son collègue Omar Gueye d'ajouter qu'une académie maritime sera mise sur pied pour un financement estimé à 20 milliards de francs CFA. Compte rendu de cette journée avec Mambiram Diouf et Gervais Yao. Consacré aux travailleurs dont la vie est intimement liée au métier de la mer, marins, pêcheurs, mareyeurs, femmes transformatrices, cette journée de partage et de réflexion avec comme objectif, à travers la ratification par le Sénégal de la Convention du travail maritime, d'assurer une protection intégrale de leurs droits, protection sociale, logement, prise en charge médicale, entre autres. Pour le ministre du Travail, les responsabilités sont partagées. Et ça, c'est une responsabilité collective. C'est la responsabilité du gouvernement qui est décidé évidemment à l'assumer intégralement, mais c'est la responsabilité également des patrons de pêche, c'est la responsabilité également des travailleurs eux-mêmes. C'est ensemble que nous ferons ce pays. Au chômage depuis des mois, cet ancien marin veut aujourd'hui embrasser le métier de mareyeur et pour ça, il demande un accompagnement. Je veux me lancer et pour ça, je sollicite l'appui de l'État pour qu'il y ait plus de débarquements et nous faire bénéficier des retombées de la pêche. L'État joue son rôle et continuera de le faire, appelle le ministre de la Pêche qui demande aux gens de mer de faire de même. Bientôt, une académie maritime verra le jour avec un financement de 20 milliards de francs CFA. Une réflexion totale de l'École nationale de formation maritime, avec des équipements de nouvelle génération, avec des simulateurs comme pour les avions, qui verront bientôt le jour, mais aussi couplés à une académie maritime qui va former des cadres de très haut niveau dans le secteur de la pêche et de l'économie maritime. Alors dédiant cette journée, les gens de mer réaffirment leur engagement pour booster le secteur de la pêche. Mambiram Diouf, interdiction de pêcher la sardinelle la nuit du 1er juin au 30 septembre. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime demande aux pêcheurs de respecter la mesure. Les ressources halieutiques doivent être bien exploitées, dit-il. Omar Gueye, que je vous propose d'écouter. Avec la loi 2015-18 du 13 juillet 2015 portant un nouveau code de la pêche, avec une augmentation des tailles de capture, 18 cm pour la sardinelle au lieu de 12, 40 cm pour le tchof, le mérou, au lieu de 20 cm. Les pêcheurs eux-mêmes, pour le respect des normes, éviter de pêcher les tout petits poissons, les juvéniles, respecter le repos biologique et quand le gouvernement, en concertation avec les acteurs, prend des décisions, eh bien ces décisions sont à respecter, notamment actuellement la pêche nocturne pour la sardinelle qui est interdite sur toute la petite côte de Dakar à Kafountine. Scandale du PRODAC, les jeunes du parti Réumi ont saisi à l'OFNAC pour des éclairages sur le dossier dans lequel le ministre du Tourisme est cité selon les proches d'Idrissa Seck qui invite également le procureur à s'autosaisir. Habib Faye et Modou Diop pour les détails. Les jeunes du parti Réumi viennent de saisir l'OFNAC avec une exigence en bandoulière. Nous avons jugé nécessaire d'éclairer la lanterne des Sénégalais et de déposer un recours au niveau de l'OFNAC pour que cette affaire puisse avoir une suite et que les Sénégalais soient éclairés sur cette gestion nébuleuse, ce carnage financier de 29 milliards 600 millions de nos francs CFA. L'OFNAC doit tirer cette affaire au clair, soutiennent ces jeunes, faute de quoi ils comptent explorer d'autres pistes. Nous n'avons pas grand espoir, mais cela ne va pas nous empêcher, cela ne va pas nous freiner dans notre suite
par rapport à ce combat-là. Quand il s'agit des adversaires politiques de Macky Sall, le procureur de la République fait des conférences de presse, brandit des menaces et éclaire la lanterne des Sénégalais. Nous attendons qu'il s'autosaisisse et qu'il éclaire la lanterne des Sénégalais. Pour les protéger d'Idrissa Seck, le procureur ne doit pas se soustraire à l'obligation de s'autosaisir devant l'ampleur du supposé scandale. Au-delà de l'OFNAC, nous avons d'autres voies de recours. Nous avons les députés de l'opposition que nous allons saisir au cas où l'OFNAC n'allait pas s'autosaisir, éclairer la lanterne des Sénégalais et donner une suite par rapport à notre recours. L'affaire Prodac, au cœur des préoccupations de la jeunesse de Rewmi, elle promet de mener le combat jusqu'à ce que la lumière jaillisse dans ce dossier. Habib Faye, l'affaire du Prodac donc qui continue de susciter le débat. Thierno Alassane Sall, le leader du mouvement République des valeurs, invite le procureur de la République à s'autosaisir du dossier et faire la lumière sur le dossier. Il était à Liberté 6 dans le cadre de ses visites pour la massification de la République des valeurs en vue de la prochaine présidentielle, car il compte y aller, mais dans le cadre d'une coalition. Ces propos sont recueillis par Diatala. L'actualité sénégalaise est occupée grandement par un scandale plus retentissant que celui qui a conduit Khalifa Sall derrière les barreaux. Qu'à l'heure où les scandales fleurissent, comme l'histoire de Prodac, qu'on traite comme un feuilleton de telenovela, alors qu'il s'agit de choses extrêmement sérieuses. Nous demandons à la justice de s'autosaisir, au procureur de la République de s'autosaisir, de montrer qu'effectivement la justice existe au Sénégal, qu'elle a un sens. On parle de 29 milliards. Les mises en cause viennent à la télé, à la radio, se laver à grande eau. On n'attend pas moins d'eux. Quand on est accusé, on essaie de se laver à grande eau. Mais le fond du problème, puisqu'il y a des rapports qui circulent, que la presse s'est fait largement l'écho de toutes les malversations potentielles, l'opinion demande à être éclairée. Et le président qui avait placé sa gouvernance sous le signe de la sobriété, de la transparence, de la bonne gouvernance, a l'occasion de montrer de manière définitive de quoi il s'agit. Sans quoi, tous ceux qui ont été emprisonnés pour malversation et tous les autres à venir auront donné l'impression d'être simplement condamnés par une justice à deux vitesses. Ngueye, dans la commune de Ngagne, département de Tivaouane, la localité manque de tout, pas d'eau, pas d'électricité, pas de poste de santé. Les habitants font face à d'énormes difficultés, nous disent nos correspondants Charente Diop et Seylatir. Ngueye, ce village situé dans la commune de Ngagne-Diouf, exprime son désarroi. En plus d'une piste poussiéreuse, les populations sont confrontées à de sérieux problèmes d'électricité et d'eau potable. La capacité du seul forage de la localité est très en deçà des besoins des milliers d'habitants de ce village religieux. Manque de l'électricité, manque de poste de santé. Vous venez ici, vous voyez les routes ne sont pas du tout bonnes. Donc nous avons tellement de difficultés pour vivre ici. Nous n'avons pas suffisamment d'eau, parce que vous voyez cette petite forage que nous avons bâtie depuis 1998, qu'on a prévu pour 1000 personnes, mais pour l'instant on est une population forte qui évolue jusqu'à 2000 personnes ou bien 1800 personnes. Donc cette eau, pour l'instant on n'est pas suffisant pour vivre les gens, mais également aussi les gens voulaient cultiver, faire des cultives maraîchères, on ne peut pas le faire. La localité ne disposant pas de cases de santé, les populations sont obligées de parcourir plus d'une quinzaine de kilomètres pour aller se faire soigner à Ngaye Mékhé. Quand nous allons là-bas, nous prenons des charrettes. Les femmes vivent des difficultés. Quand ils vont en train de faire des accouchements, ils vont aller jusqu'à Ngagne-Diouf, donc qui est situé à 7 km de Ngueye. Toutefois, ces populations gardent l'espoir quant à la concrétisation des promesses faites par les autorités locales pour la résolution des doléances. Charente Diop, marche des populations du Gandiolé. Elles ne veulent plus de l'usine de production de farine qui, selon elles, leur cause d'énormes préjudices. Les habitants des 6 villages de cette zone disent craindre pour leur santé et pour l'éducation de leurs enfants. Plus de détails avec Ousseynou Diop et Habib Seck, nos correspondants dans la région de Saint-Louis. Ces populations des villages de Mambara, Kerbarka, Djelumbam, Ngaïna, Ndiaoussir et Dunbabadjei ont manifesté leur colère contre les Chinois responsables de l'usine de production de farine installée dans la zone. L'usine a été implantée dans des conditions nébuleuses, sans étude d'impact environnemental. Et
d'où, quand les populations se sont levées, cette usine a été fermée. Et aujourd'hui, il y a un lobbying qui est en train de soutenir ces gens-là. Cette marche pacifique a permis aux manifestants de décrier l'installation d'une telle usine avec ses lots de dégâts. Ils ont arboré des brassards rouges pour crier le ras-le-bol. L'autre information, ces Chinois disent aux populations, si vous avez une ordonnance, venez nous donner, on va payer l'ordonnance. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'en réalité, ce qu'ils font, il y a des conséquences néfastes. Et en réalité ici, il y en a qui ont souffert de cette usine, des asthmatiques. Il y a eu des morts, un enfant, en 2016, s'est noyé ici. Lors de cette marche organisée à Bambara, suivie d'un point de presse, les populations des différentes localités n'ont pas manqué d'appeler les services de l'État en charge de l'environnement à sévir contre les Chinois. Et malheureusement, cette usine qui pollue notre environnement et tous les villages environnants sont touchés. Je veux dire le Gandiolé, Djelmbam, Ndiaoussir, Gandon, Tassiner, Ngaïna, Pal, tout le monde, même Pékin est touché. Et le problème qui est là en ce moment, c'est quoi? De dire à nos autorités que cette usine déguerpisse. Très déterminés, les manifestants comptent remettre ça et mettre en garde les responsables de l'usine chinoise qui continue d'occasionner beaucoup de dégâts dans ces localités. L'État est aussi interpellé à travers ses services déconcentrés avant que l'irréparable ne se produise. Seynou Diop, nous restons dans le nord du pays avec la manifestation des populations de Mogoya-Lalbé dans le département de Matam. Mise à l'égard dans un projet agricole, les habitants de la localité ont battu le macadam. Pour le maire de Nabadi Siwol, les actions se poursuivront jusqu'à la prise en charge correcte des préoccupations de toutes les populations. Ali Bandelnian et Seydou Sarr, si l'élément n'est pas... Donc, Ali Bandelnian et Seydou Sarr, que vous aurez dans nos prochaines éditions. 5 ambulances médicalisées pour les centres universitaires du Sénégal. Abdoulaye Diouf Sarr et Marita Ounian, respectivement ministre de la Santé et ministre de l'Enseignement supérieur, félicitent le chef de l'État pour l'initiative. Ils ont réceptionné les ambulances ce matin. Abdoulaye Diouf Sarr, donc, je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Diop et Tierno Laurent Mendy. La volonté de M. le Président de la République de doter nos universités de moyens logistiques idoines aux évacuations sanitaires sûres et sécurisées. En effet, son engagement à faire de la santé un secteur prioritaire où tous les ménages bénéficient d'un accès universel à des services de santé de qualité sans aucune forme d'exclusion justifie encore une fois cette recherche effrénée de l'amélioration des conditions de vie de nos populations en général et du monde universitaire en particulier. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, conformément à cette vision, a mis en œuvre des politiques d'accès universel aux soins, couverture maladie universelle, autonomisation des groupes vulnérables avec la carte d'égalité des chances et de densification de l'offre de soins à travers tout le pays. L'élément d'Ali Bandelnian finalement en place avec la manifestation des populations de Mogoya-Lalbé dans le département de Matam. Le reportage donc que nous allons suivre. Elles sont sorties en masse manifester le ras-le-bol. Les populations de Mogoya-Lalbé, cette localité de la commune de Nabadi-Sivol, dénoncent leur mise à l'écart dans la répartition des périmètres du casier risicole. Ces villageois, qui subissent également les conséquences de la pluviométrie déficitaire de l'an dernier, n'ont aujourd'hui aucun aménagement pour faire face à la chute des productions attendues. Mais ce n'est pas la seule revendication des populations de Mogoya-Lalbé. D'autres doléances aussi existent. Il y a cette histoire de bureau de vote. Nous exigeons du maire de Nabadi qu'il nous ouvre un bureau de vote ici à Mogoya-Lalbé. Mais à chaque fois, il nous promet et il ne fait rien. Et le drame dans tout ça, c'est qu'on nous prend ici des militants, des électeurs qui vont aller voter à Fetignébé. Il y a également qu'on ne nous considère pas comme membres de cette commune-là. Nous n'avons rien obtenu depuis lors, que des promesses. Parmi nos plus grandes doléances, il y a ce projet agricole
sur lequel on nous a complètement mis à l'écart. On a servi toutes les localités environnantes comme Mogo, Boinadji, Djenga et nous n'avons rien obtenu. Et pourtant nous sommes des agriculteurs, nous avons droit à de la terre pour faire de l'agriculture. Mais rien, que des promesses jamais tenues. Le maire de Nabadji Civol, que nous avons joint au téléphone, a tenu à préciser que le casier agricole est réparti selon les propriétaires terriens du Wallo. Abdoulaye Salissal rappelle également que l'ouverture d'un bureau de vote ne relève pas de ses compétences. Toutefois, l'édile de Nabadji Civol promet de doubler les efforts pour poursuivre les actions du gouvernement entreprises dans toute sa commune. Ali Bandel, merci. Les rédacteurs en chef à l'école des données personnelles, une journée d'information a été initiée par la commission de protection des données personnelles. Objectif, faire connaître la législation sénégalaise en matière de données personnelles aux acteurs de la presse nationale. Écoutons à ce propos la présidente de la commission, Awa Ndiaye, est au micro de Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy. Données personnelles et médias, dès que l'on le dit, on sent tout de suite le problème. Parce que les médias reposent, la diffusion de l'actualité et de l'information repose justement sur des données personnelles. Il n'y a pas d'information sans qu'il y ait des données de citoyens qui sont mises sur la table. Donc comment justement utiliser ces données, comment encadrer cette information qui est tout à fait un droit. La liberté de presse, c'est véritablement un droit reconnu constitutionnellement, mais comment l'encadrer pour qu'elle puisse aller de pair avec la responsabilité des journalistes, aller de pair avec la reconnaissance des droits des citoyens et surtout de leurs droits à leur dignité et à leur vie privée. Et je pense que très souvent, j'ai eu l'occasion, grâce à vous d'ailleurs, de lancer un appel au gouvernement et au chef de l'État pour que véritablement on ait des moyens accrus qui nous permettent de mener à bien une mission qui est essentiellement une mission de large vulgarisation et de large sensibilisation à l'endroit des citoyens sénégalais. Tout secteur confondu. La présidente de la commission de protection des données personnelles, Awa Ndiaye, donc, qui annonce une campagne de sensibilisation sur le parrainage. Ce sera pour très bientôt. Toutes les autorités qui ont détourné les deniers publics de 1960 à 2007 verront bientôt leur nom dans le site loubelcat.com. Le site sera lancé par l'ancien directeur général de la douane, Boubacar Camara. Il était à Mbour pour rencontrer ses partisans. Les détails avec nos correspondants Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Bientôt la création d'un site internet où on peut voir des noms des autorités qui ont détourné les deniers publics de 1960 à 2017. L'initiative est du mouvement Djengou Ngir Djering Sénégal. On a recensé tous les scandales. On a recensé le chiffre, on a rassemblé toutes les affaires du Sénégal et toutes les affaires que les gens cherchent à enterrer, nous allons les déterrer. Nous allons mettre en place un site qui s'appelle Loubelcat. On va regarder tous les Loubelcat, ce qu'ils ont loubelé. On va les sortir. On va expliquer ça aux populations. Et ça va faire partie des thèmes de notre campagne. L'ancien directeur général de la douane ajoute qu'actuellement l'économie sénégalaise est malade. Il demande aux autorités d'être honnêtes avec les populations. Vous avez 1 million dans les caisses, mais vous êtes endetté pour 2 millions. Et vous avez un revenu de 100 000 francs. Donc, au bout de l'année, vous avez comme revenu 100 000 francs par 12. Vous avez 1 200 000 par an. Vous êtes endetté à hauteur de 2 millions à rembourser. Et si, entre-temps, à un moment donné, à la trésorerie, vous avez dans votre caisse 1 million, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore bouffé ce que vous avez emprunté. Si vous dites aux gens que vous êtes riche, ça veut dire que vous vous moquez des gens. Le président du mouvement Djengou Ngir Djering Sénégal n'a pas aussi manqué d'évoquer les contrats pétroliers. Boubacar Camara doute de la transparence évoquée par le gouvernement dans ce dossier.
Abdourahmane Diallo, tournée de sensibilisation et de partage des mesures prises pour un bon Hajj 2018. La délégation générale au pèlerinage veut mettre tous les pèlerins et les voyagistes au même niveau d'information. Ainsi, les responsables ont démarré une tournée nationale à Rufisque. Abdouaziz Mbaye, le chargé de communication de cette structure, est au micro de Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambassan. Nous sommes aujourd'hui à Rufisque tout simplement pour donner un aperçu de ce qu'on va faire dans un mois, c'est-à-dire avant le départ. D'abord, c'est informer les voyagistes, informer les pèlerins sur les inscriptions, sur les visites médicales, sur le transport, sur l'hébergement au niveau de la Mecque et de Médine, sur le transport sur l'ensemble du trajet. Mais aujourd'hui, comme il y a une nouveauté au niveau de l'aéroport, on va forcément faire le voyage au niveau de l'aéroport de Diass. Donc pour ce faire, on a pris un certain nombre de dispositions avec les techniciens, avec l'encadrement et la direction de l'AIBD pour le terminal H qui est nouvellement construit et qui dispose de commodités permettant aux pèlerins de pouvoir séjourner dans ce cadre-là et en de bons termes. Lutte contre le vol de bétail. Le mouvement Aar Sunu Momel propose une nouvelle stratégie pour éradiquer le mal. Il s'agit d'un système de contrôle du bétail. La structure a réuni les éleveurs, chefs de village et forces de sécurité de la région de Kaolack pour des échanges. Plus de détails avec Ibrahima Djamé et Omar Ndiaye, nos correspondants à Kaolack. Le mouvement Aar Sunu Momel multiplie et diversifie ses stratégies de lutte contre le vol de bétail. Après le concept d'Iritine, voilà une nouvelle stratégie qui repose sur une série de contrôles et de vérifications de l'animal avant toute sortie de sa localité d'origine. Bassirouba est le président du mouvement. Nous voulons qu'à partir de maintenant, qu'aucune bête ne puisse sortir ou aller d'une localité à une autre sans le contrôle et l'aval du chef de village. Il faut que le chef de village soit impliqué pour servir de témoin aux propriétaires. Il faudra aussi que les propriétaires présentent toutes les garanties et toutes les preuves avant de repartir avec leurs bêtes. Ce contrôle est parti pour être élargi et appliqué partout dans le monde rural, au niveau des Louma ainsi qu'au niveau des autres localités recevant du bétail. Les acheteurs également sont appelés à présenter toutes les preuves et même les bouchers seront impliqués dans cette stratégie. Des documents leur seront parvenus d'ailleurs. Ainsi, le président du mouvement appelle les autorités en charge de la question de la sécurité à les accompagner dans cette nouvelle stratégie de lutte contre le vol de bétail. Oui, nous demandons aux autorités, notamment aux forces de l'ordre, de s'impliquer et de participer pour la réussite de ce plan d'action de lutte contre le vol de bétail. Le village d'Ongorjilène, dans le département de Birkilan, avait reçu les membres du mouvement Aar Sunu Momel où presque tous les éleveurs et pasteurs étaient venus répondre présents pour manifester leur adhésion à cette nouvelle stratégie de lutte contre le vol de bétail. Prévention et lutte contre l'extrémisme violent, autorités publiques, forces de défense et de sécurité et experts ont fait l'état des lieux après le séminaire Post-Forum 2017. Ils invitent les communautés à se mobiliser et à encadrer les jeunes souvent victimes de cet extrémisme violent. Là-dessus, nous allons écouter Mam Baba Sissé, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, au micro de Aïssatou Paye. Je pense que le Sénégal peut être le laboratoire de solutions et d'initiatives endogènes en matière de prévention, dans le sens où notre pays se situe dans la catégorie des pays qui offrent encore la possibilité d'une approche prospective. Au moment où on a des pays qui sont sous pression comme le Tchad, la Mauritanie et le Niger, et d'autres pays qui sont largement déjà atteints comme le Mali et le Nigeria, où on est en train de parler de solutions de réintégration. On n'est pas encore à un degré massif d'engagement de jeunes, ce qui permet encore des méthodes prospectives et de prévention
prévention. Et dans ce sens, le Sénégal, dans la catégorie de ces pays-là, dans cette typologie de pays qui offrent encore le cadre d'une analyse prospective, peut servir de laboratoire. Si nous savons utiliser toutes les ressources que nous avons, si nous savons aussi anticiper, si nous savons aussi mettre à profit toutes les approches possibles, y compris celles de la communauté, de la société civile, des femmes et des jeunes, en se basant sur nos valeurs culturelles et sur nos valeurs spirituelles. Grand bond du Sénégal sur l'intégration des personnels féminins des forces de sécurité dans les opérations extérieures. Selon le général des armées Meïssa Niang, haut commandant de la gendarmerie, le Sénégal est 7e mondial en termes de contribution de personnel dans les opérations de maintien de la paix. Beaucoup reste à faire et il compte s'y atteler pour une plus grande implication des femmes dans les opérations internationales de sécurisation. Le haut commandant donc de la gendarmerie, le général Meïssa Niang, que je vous propose d'écouter au micro d'Adiatala. Au niveau des missions de maintien de la paix composante police civile, les femmes, comme je l'ai dit, ont une touche particulière en termes de renseignement, en termes de police judiciaire, mais également en termes de protection des groupes vulnérables, les femmes et les enfants. Parce que la mission principale des Nations Unies, c'est la protection des civils. Et parmi ces populations civiles, il y a des groupes vulnérables pour lesquels la femme a une touche particulière pour la prise en charge. En matière de maintien de la paix, nous sommes 7e pays contributeur. Et pour les missions de police, le Sénégal est le premier pays contributeur avec une présence de 1426 personnels. Ces personnels, 7 à 8% aujourd'hui sont des éléments féminins. Pour un début, c'est extrêmement significatif. Il faut plus. C'est un bond qualitatif et quantitatif que nous allons aborder dans les prochaines années, puisque c'est même une politique publique de promotion du genre au Sénégal. À présent, l'actualité internationale qui nous mène au Zimbabwe, au Nigeria, en Afrique du Sud, mais tout d'abord au Mali où 16 éleveurs peuls ont été tués à Komega. Le récit de Cheikh Diop. Au Mali, 16 personnes déclarées tuées ce week-end à Komagou dans le cercle de Djéné, selon les autorités. D'après l'association Tabital Poulakou, la principale association Peul du Mali, ce bilan serait bien plus lourd. Elle parle de 37 morts dans 2 attaques distinctes et pointe du doigt les chasseurs d'oiseaux. C'est un conflit entre 2 communautés, a déclaré le porte-parole du gouvernement qui ajoute par ailleurs qu'une enquête judiciaire a été ouverte. Il assure que ces crimes ne resteront pas impunis. Au Zimbabwe, une explosion s'est produite ce week-end lors d'un meeting du président Emerson Mnangagwa. Le président a échappé à l'explosion selon son porte-parole, mais il y a plusieurs victimes, y compris des officiers et des membres du gouvernement. L'accident va perturber la campagne électorale de l'élection présidentielle du mois prochain, indique le porte-parole du gouvernement. Au Nigeria, 86 personnes trouvent la mort dans une attaque imputée à des éleveurs nomades. Ces éleveurs visaient des fermiers dans le centre du Nigeria. L'attaque a eu lieu ce week-end. Le président Muhammadu Buhari a lancé un appel au calme. Il déclare que la police mène une enquête sur cette affaire. Culture, enfin, David Goldblatt, un photographe sud-africain décédé ce lundi. C'était un monstre sacré de la photographie, un homme engagé contre l'apartheid, un témoin à travers ces images. Il est mort à l'âge de 87 ans. Selon des témoignages de ses proches, il était un modèle pour la jeune génération de photographes sud-africains. Cheikh Diop, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information, ce sera dans quelques minutes avec Ibrahim Khan dans le journal du Mondial. Quant à moi, je vous retrouve demain. Bonne soirée à tous.